Bonjour à tous et bonjour à vous. En effet, Hervé Morin, ministre de la Défense. Alors, dans moins de 3 heures, le défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées, c'est toujours un moment exceptionnel. Cette année, un peu plus exceptionnelle que les autres années, puisque dans la tribune officielle, on le sait, il y a une présence qui suscite toujours la controverse, celle du président syrien, Bachar el-Assad. La Syrie, qui est tenue pour responsable d'un attentat en 1983 qui avait fait 58 morts parmi les soldats français. Des casques bleus, ce matin, des casques bleus défileront. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un malaise, Hervé Morin? Parler de malaise, c'est beaucoup dire. Le président de la République a lancé une initiative majeure qui est l'Union pour la Méditerranée. Aujourd'hui, ce matin, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il s'agit d'un vrai succès. Vrai succès qui permet aux Libanais et aux Syriens de se parler. Libanais et Syriens qui vont échanger une représentation diplomatique. Vrai succès parce que Israël et la Syrie, Helmut Olmert indiquait hier qu'après les relations indirectes entre la Syrie et Israël, probablement nous irions vers des relations directes. Bref, vrai succès pour à la fois construire des projets concrets autour de la Méditerranée et en même temps pour essayer de créer les liens et les conditions de la confiance pour restaurer la paix sur ce que André Siegfried appelait ce continent liquide qui est la mer Méditerranée. Alors, le président de la République, au sein du pourtour méditerranéen, il existe un pays qui s'appelle la Syrie. La Syrie qui revient dans le jeu diplomatique. Alors je comprends très bien l'émotion qui peut exister dans les familles de nos militaires qui sont morts en 1983. Mais en même temps, dès lors que nous lançons une initiative diplomatique de la sorte, pour créer les conditions de la paix, pour créer les conditions de la confiance au sein des pays de la Méditerranée, eh bien on ne pouvait pas à la fois proposer à Bachar el-Assad de venir pour participer à cette nouvelle construction et en même temps lui dire vous allez rentrer chez vous. Ça me fera mal au cœur d'être à côté de lui, dit notamment le père d'un lieutenant, Antoine de la Bâtie, un officier qui avait trouvé la mort. Vous comprenez l'émotion par exemple de cet homme? Mais bien sûr, je comprends l'émotion officielle, je comprends l'émotion du père, bien entendu. Tout le monde la comprend très bien, mais on peut comprendre aussi que dès lors que la France décide d'engager une initiative diplomatique aussi importante que l'Union pour la Méditerranée, on ne peut pas se permettre d'avoir deux traitements avec un pays notamment qui a décidé de revenir dans la scène internationale. Ce même pays qui refusait de revenir dans le jeu diplomatique, qui rentrait dans une relation directe et unique avec l'Iran, ce même pays a décidé de faire un certain nombre de gestes, et pas les moindres, notamment quand on voit l'initiative entre la Syrie et le Liban. Donc ça justifie acceptons que l'idée. M. Assad soit dans la tribune officielle. Il n'est pas l'invité d'honneur. Il est un des invités, un des chefs d'État et de gouvernement d'un pays qui est sur le pourtour méditerranéen. L'invité d'honneur, c'est Ban Ki-moon, c'est le secrétaire général des Nations Unies, c'est l'homme qui, en quelque sorte, a autorité sur les casques bleus qui vont défiler en tête de ce 14 juillet. Un dernier point là-dessus, cette présence quand même, je cite M. Bernard Kouchner, ne remplit pas d'aise le ministre des Affaires étrangères. Et vous êtes aussi mal à l'aise que votre collègue? Moi, je sais que l'Union pour la Méditerranée, c'était un grand projet. Beaucoup n'y croyaient pas. C'est un vrai succès, c'est un immense succès qui nous permettra à la fois d'avancer sur le chemin de la paix et qui nous permettra d'avancer sur des chemins, sur des projets concrets. Alors on va parler maintenant du grand dossier que vous portez, vous le ministre de la Défense, c'est-à-dire la réforme des armées, la nouvelle carte militaire qui va être annoncée fin juillet. Pourquoi finalement fin juillet, au milieu de l'été? On dit que c'est pour que finalement on s'en aperçoive le moins possible. Écoutez, ce projet a été annoncé, ce projet a fait l'objet d'une discussion comme jamais. Moi, j'ai connu les 3 dernières restructurations. J'ai connu celle de 1992 par Pierre Jox où on a déposé le dossier de la fermeture d'un certain nombre d'unités le matin même devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale. J'ai connu le projet de 1994, j'étais au cabinet de François Léotard. On a appelé les parlementaires entre la veille et le matin de l'annonce des restructurations. Et 96, Charles Millon a annoncé la fermeture des 100 régiments liés à la professionnalisation le 17 juillet quand le Parlement était en vacances. Cela fait 3 mois que nous discutons avec les élus. Cela fait plusieurs semaines que nous avons annoncé cette réforme nécessaire et indispensable pour pouvoir dégager les marges de manœuvre dont nous avons besoin pour l'équipement des forces, pour l'amélioration de la condition du personnel, pour que nous puissions continuer à avoir
une armée qui fasse partie des grandes armées du monde. Hervé Morin, on le rappelle, l'armée va perdre 54 000 hommes. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, à quelques jours des annonces, combien de régiments vont fermer, concrètement? Je l'ai déjà dit, il y aura entre 20 et 30 unités majeures qui fermeront. Mais ça n'est pas forcément des unités qui vont perdre leurs compétences et leurs qualifications. L'idée, c'est de concentrer et de densifier les unités pour alléger le soutien et l'administration générale. Nous sommes éparpillés sur l'ensemble du territoire national, 471 communes, et notre idée, c'est de densifier, de mutualiser les moyens pour que nous ayons un soutien à une administration générale moins coûteuse. Tout le monde est pour. Tous les militaires savent que c'est nécessaire. Tous les militaires savent que nous avions des régiments de l'armée de terre qui étaient des régiments de 1500 hommes qu'on a fait passer à 1000 hommes. Eh bien, on va les regonfler pour qu'il y ait moins de soutien et d'administration générale et plus de moyens consacrés aux forces opérationnelles. Alors, il y a des cas particuliers très sensibles. Par exemple, la commune de Dieuze, près de Metz, où les élus ont manifesté, menacent même de se mettre en grève, de démissionner. Là-bas, il y a, je crois, un régiment de 500 soldats qui représente en tout cas la moitié de la population, qui risque de fermer. Qu'est-ce qui va se passer? À Dieuze, il y a un très grand régiment. Le 13e. Le 13e RDP. Voilà. C'est un régiment de forces spéciales. Parachutistes. Régiment de forces spéciales. Ce régiment a sa brigade dans le sud-ouest. La brigade parachutiste est dans le sud-ouest. Ce qui veut dire que chaque fois que ces hommes doivent se déplacer, ils doivent faire 1000 km aller-retour en hélicoptère pour pouvoir aller sauter avec leurs camarades de la brigade parachutiste ou pour aller s'entraîner. Ce que nous avons en projet, en effet, c'est de regrouper cette unité avec l'ensemble de sa brigade. Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire notamment à Alain Marty, qui est le député de la circonscription, qu'il y aura pour Dieuze des mesures, et notamment des mesures par l'arrivée d'autres forces qui permettront de compenser le départ de ce régiment. Parce qu'aujourd'hui, ce régiment va fermer et ça représente avec les familles la moitié de la population. Je suis élu local, je suis maire d'une commune de 1300 habitants. J'ai rencontré le maire de Dieuze. J'ai conscience de ce que ça peut représenter. J'ai conscience aussi affectivement de ce que ça peut représenter parce que quand on a la chance d'avoir un régiment comme celui-ci, on y est très attaché. Et qu'il y a cette relation particulière. Donc d'autres unités s'installeront, c'est ce que vous nous dites ce matin. Il y aura une autre unité qui s'installera à Dieuze. Alors, disons que la pilule semble un peu plus amère pour les militaires qu'aujourd'hui le courant a du mal à passer entre l'exécutif et l'armée. On parle d'un malaise, notamment depuis que le président Sarkozy aurait parlé d'amateurisme après ce qui s'était passé à Carcassonne avec cette fusillade. Je le répète pour la 25e fois, nous étions 4 lorsque le président de la République, à la sortie de l'hôpital de Carcassonne, où, je vous le rappelle, 17 blessés, c'est un miracle si nous n'avons pas une mort. Des enfants qui ont été entre la vie et la mort pendant 24 ou 48 heures. Personne ne pouvait être satisfait de cela. Mais a-t-il dit que les militaires avaient été des amateurs? A évoqué ce drame et en aucun cas il a évoqué, il n'a fait d'amalgame entre cette situation particulière liée à des dysfonctionnements majeurs, liés au non-respect des règles sur la délivrance et la restitution des armes, sur la délivrance et la restitution des munitions. C'est ce cas qui était visé et en aucun cas l'amalgame que la presse a voulu faire ensuite pour, en quelque sorte, viser une fois de plus le président de la République. Pour vous, il n'y a pas de malaise aujourd'hui entre l'armée et le président de la République? Écoutez, le président de la République sait à quel point nos forces sont considérées comme parmi les meilleures du monde. Partout où nous allons, tout le monde reconnaît le professionnalisme, le sens du devoir, l'engagement de nos militaires, leur capacité à être parfaitement opérationnels. Et cela, le président de la République, comme le ministre de la Défense, comme le Premier ministre, comme l'ensemble du gouvernement, savent à quel point nous avons des militaires exceptionnels et ils le savent bien. Dernière question, Monsieur Morin. Un sondage, vous l'avez vu hier, montre que la majorité des Français seraient favorables à un retour du service militaire obligatoire. Vous faites partie de cette majorité? Moi, j'ai fait faire un sondage aussi, comme nous en faisons toujours un avant le 14 juillet par le ministère de la Défense, où 67% des Français en même temps sont pour la professionnalisation. Ouais. Ce que les Français regrettent à travers le service national, c'est cet instrument de cohésion nationale qu'était le service national, où bourgeois et enfants de milieux modestes se retrouvaient dans la même chambrée, et aussi le fait que le service national permettait à un certain nombre de nos compatriotes qui ne les avaient pas toujours trouvés à travers l'éducation, d'avoir la capacité d'intégrer un certain nombre de repères, de valeurs, de codes, et aussi d'ailleurs des qualifications. C'est cela qui est regretté, mais honnêtement, aujourd'hui, relancer le service national, c'est absolument impossible. Merci Hervé Morin.